Lorsque l'on souffre de crise d'angoisse, on cherche des solutions pour s'en sortir, car on vit véritablement un cauchemar éveillé. On va chercher des conseils à droite, à gauche, sur YouTube, sur les blogs, auprès d'amis, de psy, de connaissances, ou pire encore, on écoute les conseils de notre cerveau qui nous dit à tout prix, au maximum, de fuir les crises. Et bien souvent, ça ne fonctionne pas. Et même, ça a tendance à empirer les choses. La façon dont vous allez respirer va avoir une influence sur votre crise. La manière dont vous allez vouloir vous en débarrasser, si vous évitez ou non la peur et même si vous ne comptez que sur les traitements pour vous en sortir. Dans cette vidéo, je vous aide à éviter les 7 pires erreurs pour calmer les crises d'angoisse et par conséquent 7 pistes pour les calmer. Lorsqu'on souffre de crise de panique, on a tendance à vouloir ne rien dire à personne, comme en parle Joséphine de la chaîne YouTube Woman Soul dans sa vidéo. Aujourd'hui, on est au 21e siècle et il y a encore des milliers de sujets tabous, type les crises d'angoisse, la dépression, je sais pas, plein de choses, l'anorexie, tous les travers qu'on peut avoir en fait en tant qu'humain et qui sont à mon avis normales. Il y a plein de bons moments dans la vie et il y a aussi des périodes beaucoup plus compliquées. Et voilà, donc moi j'ai vraiment essayé d'en parler le moins possible et en fait c'est une erreur, je pense. Il y a véritablement un certain tabou au sujet des problèmes liés à l'angoisse, au stress et à la dépression, et tout ce qui est du problème du mental. En effet, il est difficile de faire comprendre à certaines personnes, que ce soit votre patron, vos amis, des connaissances, que sortir dans un supermarché est un calvaire, que conduire sur une 4 voies ou sur l'autoroute est du domaine de l'exploit, et que même rester chez vous seul est quasiment impossible. Surtout à une personne qui n'a jamais eu de crise et qui va vous dire « n'y pense pas, tu fais du cinéma, il suffit de faire un effort et puis ça va passer ». Ce genre de personnes qui ne sont pas dans l'empathie ou tout simplement qui ne comprennent pas ce dont vous souffrez fait que vous attendez peut-être avant d'en parler et même avant de consulter quelqu'un. Je reçois des personnes qui ont ce problème de crise d'angoisse depuis des années et qui ne l'avaient dit à personne. Seul le compagnon ou la compagne était au courant et même le médecin traitant ignorait le problème. En revanche, il existe des personnes qui vont comprendre ce que vous vivez et qui peuvent être pour vous une aide vraiment précieuse. Le tout est de voir à qui vous pouvez en parler. Et si vous commencez à parler de votre problème autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul à vivre les crises d'angoisse et que même certaines personnes ont vécu des choses ou des situations similaires. Vous allez vraiment être surpris car je reçois énormément de clients souffrant de crises d'angoisse. Je vous conseille d'aller aussi sur les forums d'entraide. Il en existe sur Facebook, si vous tapez « angoisse et panique ». Et il existe un excellent site qui s'appelle Agorafolk avec un forum et des conseils pour les personnes souffrant d'agoraphobie et de crise d'angoisse. Vous pouvez expliquer aussi simplement et calmement à votre entourage ce dont vous souffrez. Et j'ai fait des tas de vidéos sur ma chaîne qui vont expliquer le fonctionnement des crises et comment les calmer. Et je vous invite à les partager avec votre entourage. Sachez aussi que les crises ne sont pas dues de votre faute. C'est pour moi un dysfonctionnement temporaire, une alarme qui est déréglée. Vous n'êtes pas faible, n'ayez pas honte, vous n'êtes pas un loser. Fuyez ce genre de discours intérieur ou extérieur, car ça va avoir pour effet d'augmenter votre stress. Vous n'y pouvez absolument rien, tout simplement parce que vous n'avez pas les bonnes techniques pour calmer les crises. C'est un peu comme si vous aviez un diabète de type 1. Vous savez, les personnes qui sont obligées de se piquer régulièrement avec de l'insuline car ils ne produisent pas d'insuline. Et si elles veulent faire baisser le taux de sucre dans le sang, elles sont obligées tous les jours de se piquer. Si vous aviez du diabète, vous n'en auriez pas honte puisque ce n'est pas de votre faute. C'est un problème qu'on a à la naissance.
Et en fait, moins vous allez en parler aux autres, plus vous faites d'efforts pour le masquer, plus vous allez être stressé. Et ça, c'est vraiment pas bon pour vos crises de panique. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'une formation gratuite que je partage avec vous pour vous donner des conseils pour aider à mieux gérer les crises. Effectivement, vous avez en partie raison. Tout le monde a pu au moins avoir dans sa vie une crise d'angoisse forte liée, ça peut être à un examen, un problème professionnel, une information que vous auriez pu voir à la télé, notamment en ce moment de la Covid, et cela peut provoquer une sensation de gêne thoracique, une accélération du rythme cardiaque, bref, tous les signes de la crise d'angoisse. Par contre, à la différence de la crise d'angoisse, la crise de panique, elle peut survenir à tout moment et parfois sans raison apparente avec tous les signes de la crise d'angoisse. Si vous avez malheureusement ce genre de problème, vous faites partie des gens qui ont des 2 ou 3% qui ont développé un trouble panique avec la peur de refaire d'autres crises. La crise d'angoisse, contrairement à la crise de panique, vous laisse tranquille lorsque vous n'avez plus votre problème professionnel. Ce n'est pas le cas des troubles paniques et vous allez avoir besoin parfois de voir un psy, contrairement à ce qu'a fait Marie, youtubeuse de la chaîne Enjoy Phonics. Ensuite, on est retourné le voir et donc là, il m'a conseillé d'aller voir un psychologue pour essayer de poser des mots sur ce qui me provoquait des crises d'angoisse. Donc j'ai refusé parce que je voulais pas aller voir un psychologue, j'ai dit que j'en avais pas besoin. J'avais pas envie de raconter mes problèmes à quelqu'un qui ne me connaissait pas, et pourtant c'est ce que je fais sur YouTube. Mais j'avais pas envie d'aller expliquer le pourquoi du comment, parce que je me doutais bien que si je faisais des crises d'angoisse, c'était parce qu'il y avait vraiment quelque chose de plus profond et que c'était pas seulement juste de l'anxiété, mais qu'il y avait un vrai truc chez moi qui faisait que je faisais des crises d'angoisse. Mais j'avais pas envie d'en parler à quelqu'un parce que je voulais pas qu'on mette le doigt dessus, je voulais pas savoir ce que c'était, j'avais trop peur, donc j'ai refusé et je ne suis pas allée voir de psy. Ce que je ne vous recommande pas parce que j'y suis allée quelques temps après finalement, enfin 1 an et demi plus tard, et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je vous conseille d'aller en voir un le plus rapidement possible et de ne pas attendre. C'est vrai qu'une grande partie de mes clients se sont dit « mais finalement ça va bien finir par partir » et parfois ils attendent quelques années avant de consulter, où ils passent énormément de temps sur YouTube pour trouver une solution. Hélas, j'aimerais qu'il y ait une solution miracle, mais il n'y en a pas. Par contre, il existe une méthode de A à Z à appliquer dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Votre cerveau est une très belle machine et son unique but, c'est assurer votre survie. C'est très utile pour Mike Horn et pour vous aussi, sauf que dans un restaurant, dans le métro, sur l'autoroute, vous n'avez pas besoin d'utiliser le mode survie. Mais il y a Martine, vous ne la connaissez pas? Pourtant, vous vivez avec elle en permanence. Je vais quand même vous la présenter. C'est une véritable mère poule, elle veut absolument qu'il ne vous arrive rien du tout. Vous voyez de quoi je parle? Non? Toujours pas? Je vais vous éclairer un peu. Vous est-il déjà arrivé devant un nouveau logiciel sur votre PC ou au travail de vous dire que vous n'allez jamais y arriver? Ou bien cette fameuse présentation orale que vous préparez depuis des mois, et là je parle pour moi, j'avais très peur de parler en public avant, que vous devez donner. Que va vous dire Martine pour cette présentation? Tu vas oublier quelque chose, tu vas bafouiller, tu vas te rendre ridicule. Vous commencez à comprendre ce que je veux dire? J'appelle en fait Martine la voix de nos pensées négatives. Elle est là en permanence et souvent elle va nous empêcher d'aller de l'avant car elle veut nous protéger à tout prix d'un danger qui n'existe bien souvent pas. Mais au final,
Est-ce que vous vous êtes habitué à Windows 10 ou à votre nouveau logiciel au travail? Et votre présentation, elle s'est finalement plutôt pas mal passée. Eh bien, en cas de crise d'angoisse, Martine va s'en donner à cœur joie. Elle va crier dans vos oreilles. Tu as quelque chose de grave. Mais en réalité, lorsque votre cœur bat très fort, lorsque la tête vous tourne, lorsque vous avez les mains moites, c'est juste une crise d'angoisse. Si vous avez fait tous les examens avec votre médecin traitant ou parfois aux urgences, comme ça arrive à certains de mes clients, ils passent par la case urgence pour s'apercevoir que vous n'avez absolument rien. C'est juste une crise d'angoisse. Et oui, Martine, c'est juste une crise d'angoisse. Martine, je ne te crois pas lorsque tu me dis que j'ai un problème cardiaque. C'est juste une crise d'angoisse. Martine, je ne te crois pas lorsque tu me dis que je vais perdre le contrôle sur la route. Je n'ai jamais eu d'accident à cause d'une crise d'angoisse. Et je suis toujours arrêté à temps, j'ai toujours contrôlé. Martine, je ne vais pas m'évanouir, c'est une crise d'angoisse. Martine, fous-moi la paix, je ne vais pas mourir, c'est juste. Je pense que vous avez bien saisi, vous avez compris. Je vous encourage à dialoguer avec Martine, la contredire, à remettre ce qu'elle vous dit en question. À voix basse, bien sûr, sauf si vous voulez passer pour un original. Voilà ce qui peut déjà vous aider dans un premier temps à mieux supporter les crises. Commençons par cette citation de Dostoïevski. Essayez de fixer cette tâche. Ne pensez pas à un ours blanc et vous verrez que ce maudit animal, vous y penserez à chaque instant. Au milieu des années 80, le psychologue Daniel Wegner, j'espère que j'écorche pas trop le nom, tombe sur cette citation et décide de voir si c'est vrai ou pas. Il va réunir un nombre de volontaires dans une pièce vide et leur demander de se concentrer sur n'importe quoi d'autre que l'ours blanc de Dostoïevski. De plus, Wegner leur donne la consigne d'appuyer à chaque fois sur une sonnette dès que leur pensée va se tourner vers cet ours blanc. Au bout de quelques minutes seulement, c'est une véritable cacophonie. Tout le monde déclenche la sonnette, tout le monde est en train de penser à l'ours blanc. Et ça vient confirmer la théorie de Dostoïevski. Les pensées refoulées finissent par devenir réellement obsédantes. Les volontaires ne pensent qu'à une seule chose, l'ours blanc. L'expérience va continuer grâce à Jennifer Burton et Elizabeth Cazet du Hamilton College à New York, en menant une étude sur les incidences de ce phénomène dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça va avoir donc comme conséquence, ce phénomène de pensée obsédante dans la vie de tous les jours? Les expérimentatrices citées demandent à un groupe de gens d'écrire la pensée la plus déplaisante qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'ils entretiennent à propos d'eux-mêmes. Du type « je suis nul, je vais jamais y arriver ». Bref, je pense que, tout comme moi, vous connaissez ce genre de pensée. Ils vont diviser le groupe en deux sous-groupes en nombre équitable. Un groupe A et un groupe B. Et ils vont donner la consigne au premier groupe, le groupe A, de chasser cette pensée de leur esprit pendant 11 jours. Le second groupe, le groupe B, quant à lui, peut reprendre sa vie normale et vivre comme d'habitude pendant 11 jours également. À la fin de chaque journée, chaque personne du groupe A et B doit noter la fréquence de cette pensée déplaisante, leur humeur, leur anxiété et leur degré d'estime de soi, d'amour de soi. Eh bien, les résultats vont confirmer l'effet ours blanc de Wegner dont on a parlé plus haut. Le groupe A, qui s'efforçait de chasser les pensées négatives, finit par y penser encore plus. De plus, et ça c'est la mauvaise nouvelle, les personnes soumises à cette expérience vont se décrire comme beaucoup plus angoissées, beaucoup plus déprimées et beaucoup moins confiantes, elles ont moins confiance en elles. Il en est de même, vous voyez le parallèle peut-être avec les crises d'angoisse. Plus on s'efforce de chasser les symptômes, et plus on y pense, et moins on va gérer la crise, et plus on va augmenter en intensité la crise.
Et voilà ce que nous propose l'auteur du livre Adieu, chère crise d'angoisse. Aujourd'hui, les crises d'angoisse, c'est du passé. Elles peuvent encore surgir dans ma vie à raison de 1 ou 2 fois par an, grand max. J'ai plus peur de ce qui peut se passer et je laisse la crise me traverser du haut en bas. Voilà, ça me parcourt le corps, ça s'échappe et en 2 secondes c'est fini, on n'en parle plus. Oui, je sais, vous allez me dire, facile à dire, mais pas facile à faire. Plus vous essayez de vous débarrasser des symptômes, plus vous allez les ressentir. Alors bien sûr, parfois vous allez réussir à ruser. Par exemple, si vous avez des crises d'angoisse au supermarché, vous allez aller faire vos courses à toute vitesse. Vous allez vous accrocher au caddie. Vous allez vous faire accompagner. On appelle ça dans notre jargon psy des comportements de sécurité. Ils vont vous empêcher effectivement de trop ressentir les symptômes, mais la peur, elle est toujours là, tapis dans l'ombre, prêt à vous tomber dessus. Allez peut-être seul au supermarché un samedi sans vous tenir au caddie et là, ça va être la crise assurée. Alors que faire et comment le psy va vous aider? Ensuite, on va aider le patient à s'exposer progressivement aux situations qu'il redoute. Notre objectif, c'est vraiment de familiariser le patient avec ses symptômes physiques qu'on lui aura expliqués pour plus qu'il en ait peur. Bah oui, c'est ça le secret, s'exposer petit à petit à sa peur. Ce qui est important, c'est surtout en ressentant les symptômes. C'est une technique que j'enseigne à mes clients. Tout d'abord, je les fais se concentrer sur leurs symptômes de la peur. Bien sûr, attendez-vous au départ à que la peur, elle monte, mais seulement pendant un court instant, et elle va finir après par diminuer. La peur, moi, je dis toujours à mes clients, c'est un bébé qui pleure. Moins vous l'écoutez, plus il pleure, et plus vous écoutez votre crise, plus elle va baisser. Moins vous l'écoutez, plus elle va augmenter d'intensité. Ensuite, je les amène à respirer moins vite, car quand on a une crise d'angoisse, on respire beaucoup plus vite. Et je les amène à faire fondre mentalement leur boule d'angoisse. Au lieu de fuir la peur, ils la voient, l'observent et ils vont la contrôler beaucoup mieux. Attention, je tiens à vous mettre en garde, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas miraculeux et ça peut demander un petit peu d'apprentissage et parfois d'être accompagné par un psy. Adam a souffert de dépression et de crise d'angoisse pendant un certain nombre d'années. Il a décidé de dédier une chaîne YouTube à cela. Et il nous parle de la respiration. Ce que vous devez savoir, c'est que mal respirer provoque vos crises d'angoisse. La plupart des symptômes des crises d'angoisse sont dus à votre façon de respirer. Si vous avez le cœur qui bat vite, si vous avez l'impression d'étouffer, que vous avez des étourdissements, que vous avez l'impression de faire un malaise ou que vous avez des pressions à la poitrine, c'est dû à votre mauvaise façon de respirer. En cas de crise d'angoisse, on a l'impression, pour la plupart des personnes en tout cas, que on manque d'air. Ce manque d'air peut vous faire paniquer et vous allez avoir peut-être l'idée que vous allez étouffer, voire mourir. Et ce que vous allez faire alors, vous allez prendre plus d'air. Et c'est tout à fait normal parce que vous avez l'impression de ne pas en avoir assez. Mais en fait, c'est que vous êtes en hyperventilation. C'est-à-dire que vous respirez vraiment trop vite, vous prenez trop d'air. Aussi paradoxal que cela peut paraître, plus vous prenez d'air, plus vous allez en manquer. Le cerveau a vraiment horreur du trop. Le corps a besoin d'un certain niveau d'oxygène que l'on a lorsqu'on va respirer normalement. Et si on en prend trop, il va y avoir un mécanisme de régulation. S'il a trop d'oxygène apporté, le cerveau va décider de diminuer l'oxygène dans le corps. Il va tout simplement couper les vannes. Bon, je l'admets, le mécanisme est beaucoup plus complexe, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Alors je sais, je l'ai simplifié au maximum. Et tout ça, cette hyperventilation, va faire apparaître des symptômes comme les vertiges, l'impression que vous allez vous évanouir, de la nausée, des douleurs au niveau de l'abdomen, des fourmis autour de la bouche et peut-être dans vos mains. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le but va être de faire rentrer dans votre corps beaucoup moins d'oxygène. Alors on peut prendre soit un sac en papier
et puis respirer dedans. Ou tout simplement respirer dans ses mains. Le but, en fait, c'est d'apporter beaucoup moins d'oxygène et de respirer votre gaz carbonique. Ainsi, vous allez rééquilibrer le taux d'oxygène dans le sang et vous allez beaucoup moins paniquer. Un autre exercice que j'aime bien, de manière à réguler votre entrée d'oxygène dans votre corps, c'est l'exercice du 1-2. C'est-à-dire que vous allez prendre une inspiration et vous allez sortir 2 expirations. Autrement dit, vous allez prendre de l'air pendant 1 seconde et vous allez sortir de l'air pendant 2 secondes. Et vous allez avoir un rééquilibre des échanges gazeux et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et vous n'allez plus avoir cette impression d'étouffer. Vous pouvez aussi, à la place de 1-2, faire 2-4 par exemple. 2 inspirations. Donc pendant 2 secondes, vous inspirez. Et pendant 4 secondes, vous sortez de l'air. Personnellement, pour me calmer, même quand je suis stressé, ça marche quand on a du stress, je fais 5-2, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration, donc je vais le faire, et 10 secondes d'expiration. Et voilà, tout simplement. Et ces conseils peuvent vous aider à gérer la crise sur le moment. Maintenant, nous allons voir que l'erreur suivante, peut-être que vous faites, va faire la différence dans la gestion des crises. Alors ça, c'est peut-être l'erreur qui vous empêche le plus d'aller mieux. J'ai connu donc Marc, un commercial qui est venu à mon cabinet, qui a eu une crise d'angoisse sur l'autoroute. Personne n'est épargné. Et j'ai été étonné, même ceux qui prennent la route tous les jours. Il a commencé dans un premier temps à éviter les autoroutes jusqu'à ce que ce ne soit plus possible d'y aller. Ensuite, les 4 voies ont été énormément problématiques pour lui et vous voyez que sa peur commençait à gagner du terrain. Ensuite, les 4 voies ne lui ont plus été accessibles et il faisait des détours pour son travail et ça prenait un temps fou. Ce qui est arrivé est logique. Il a été obligé de se mettre en arrêt maladie parce que pour son métier commercial, ça devenait impossible de continuer. Alors il est resté tout simplement chez lui, n'allant plus sur les nationales car il n'en avait pas besoin du tout. Et il a fini donc par avoir un périmètre, rouler dans un périmètre de 30 km autour de chez lui. Il est tombé dans ce qu'on appelle la spirale de l'angoisse. La peur a véritablement, totalement gagné la partie. Plus il évitait les autoroutes, plus il envoyait un message à son cerveau que les autoroutes étaient dangereuses. Et de plus en plus, son cerveau s'est mis à éviter l'autre route. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on obéit à la peur. Mais c'est aussi véritablement un réflexe normal, parce qu'il faut être un maso, une tête brûlée pour reprendre l'autoroute, alors qu'on pense qu'on a failli y mourir, y laisser sa peau à cause de la crise d'angoisse. Par contre, j'ai eu un autre client, un commercial, David, qui lui était un véritable casse-cou. Mais chacun sa personnalité. Il a aussi fait une crise d'angoisse sur l'autoroute et il a arrêté de prendre l'autoroute pendant 15 jours. Et un jour, il s'est dit, la peur ne va pas avoir raison de moi. Il a repris l'autoroute, il a été très très mal tout le long du trajet, mais il l'a fait. Il est venu me voir à ce moment-là pour que je l'aide. En 3 séances, ça a été relativement rapide, il allait mieux. Je lui ai donné certes des conseils pour avoir moins peur, pour s'exposer, la marche à suivre pour s'exposer petit à petit à sa peur. Mais en vérité, il avait déjà fait une partie du travail en reprenant l'autoroute. Certes, pas très progressivement, comme je lui ai conseillé de faire après, mais il n'est pas tombé véritablement dans cette spirale de l'angoisse. Vous avez compris le principe. Plus vous allez fuir la peur, plus vous allez avoir peur. Et plus votre vie va se dégrader. Attention, je suis d'accord avec vous, tout le monde ne peut pas faire comme David. Et je ne vais pas vous demander de sauter en parachute si vous avez peur du vide. Mais déjà, pouvez vous exposer à la plus petite peur que vous avez pour commencer à débrancher l'alarme
ne pas tomber dans la spirale de l'angoisse ou en sortir. Par exemple, si vous avez peur d'aller au supermarché un samedi, ne faites pas vos courses forcément au drive, même si c'est pratique et ça je l'avoue. Vous pouvez par exemple aller au supermarché le lundi à 14h lorsqu'il y a peu de monde et vous n'êtes pas obligé de rester là-bas des heures. Vous pouvez dans un premier temps rester dans le hall, même pas rentrer dans le supermarché. Et petit à petit, vous allez pouvoir rentrer dans le supermarché et faire vos courses. Et vous allez rentrer dans la peur et vous allez en sortir. Voyons l'avis de ce que pense ce médecin psychiatre et la manière dont il prescrit et il utilise les traitements. Enfin, moi j'ai mon petit truc à moi qui est un hybride entre de la TCC et de la méditation. Ouais. Je médicamente très peu, mais vraiment autant sur certaines, voilà, sur le TOC par exemple, je sais que soit j'oriente, soit je médicamente. Par contre, d'un point de vue trouble l'attaque de panique, je dirais que c'est 90 à 95% des patients que je ne médicamente pas, quoi. Donc déjà, je ne mets jamais de benzodiazépine, ça c'est un grand principe. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Voilà, pas de benzodiazépine. Souvent, les apaniqueurs, ils arrivent avec leur Xanax en si besoin, du coup, ils le prennent, donc du coup, ça va mieux, et puis après, le taux de Xanax redescend, donc du coup, ils reviennent un peu anxieux, donc ils font une attaque de panique, enfin, ça désorganise complètement. Et les antidépresseurs fonctionnent, sont efficaces dans les attaques de panique, mais c'est quand même dommage, quand on a des outils relativement simples, de juste expliquer la psychoéducation. Je sais que quand j'explique à mes patients, par exemple, c'est compliqué de faire une attaque de panique et un malaise, c'est-à-dire de s'effondrer au sol en même temps, puisque le malaise vagal, c'est un excès de ralentissement du cœur et que l'attaque de panique, c'est un excès d'accélération du cœur. Vous voyez que vous avez vraiment très peu de risques dans le supermarché de vous écrouler totalement au sol. Et moi, je pense que ça va rassurer, non ? Souvent, ce que je vois lorsque mes clients ont un traitement, qu'on leur prescrit, donc c'est d'abord un anxiolytique qui agit très très rapidement, mais dont l'effet va durer très peu dans le temps. En même temps, on va leur prescrire un antidépresseur et l'effet de l'antidépresseur dure plus longtemps, mais aussi ça met plus de temps à agir. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, normalement, on supprime l'anxiolytique. C'est pas toujours le cas parce que selon le Vidal, la Bible des traitements, les anxiolytiques sont donnés pendant 12 semaines. Et le docteur Perrin nous parle des benzodiazépines, alors qu'est-ce que c'est ? Et lui, il ne conseille pas de les prescrire. Ce sont des anxiolytiques, et lytique, ça veut dire tuer, anxiété. Donc les benzodiazépines, les anxiolytiques, vont calmer l'anxiété. De plus, comme le dit le docteur Perrin, ils ne sont pas efficaces sur les crises d'angoisse et les anxiolytiques ne vont faire que retarder le moment où on va faire une crise. Et selon le docteur Perrin, les antidépresseurs sont efficaces. Je ne vais pas remettre en doute ces propos. Cependant, comme vous les avez vus, il est prescrit peu et il est important de connaître ses effets secondaires. Pour ce qui est des antidépresseurs, les effets secondaires sont en général minimes. Je dis en général parce que certaines personnes ont un inconfort plus important. Donc quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer ? Pour certains, il peut y avoir une prise de poids. Chez certaines personnes, on peut avoir des manifestations un peu physiques qui peuvent être désagréables, notamment des suées un petit peu disproportionnées par rapport au changement de température. Ça peut arriver, c'est jamais grave, mais c'est inconfortable. D'autres personnes vont se plaindre d'être moins au contact de la réalité, d'être un petit peu distante. Ça, il faut revoir avec elle, il faut éventuellement changer de traitement. Enfin, la plainte, surtout chez l'homme, peut être une plainte sexuelle, avec une diminution de la libido, une diminution du plaisir ressenti. Certes, les effets secondaires des antidépresseurs ne sont pas aussi forts que les anxiolytiques, et selon certains médecins, ils sont minimes, mais ils peuvent être très très importants, peuvent avoir vous pouvez vous sentir très très mal, ça dépend en fait des personnes. Et ce que moi je constate, c'est que le traitement, parfois, s'arrête de fonctionner. Il n'a plus d'effet, c'est vraiment embêtant car les crises d'angoisse vont revenir.
Et aussi, ce que je vois, c'est qu'à l'arrêt du traitement, si on n'a pas fait un travail thérapeutique en parallèle, la peur, les crises d'angoisse vont revenir. Et je trouve qu'il est vraiment dommage de recourir systématiquement au traitement alors qu'il existe des exercices simples sur la respiration, un accompagnement en thérapie comportementale qui va être efficace. Et à ce propos, je vous conseille ma toute nouvelle formation gratuite sous forme de 4 vidéos pour vous aider à calmer vos crises d'angoisse. Il vous suffit de vous inscrire et pendant 4 jours, vous allez recevoir des vidéos pour surmonter votre problème. Vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont vous aider. À bientôt!